à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci. Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour et puis merci la vie. Merci la vie parce que, en tout cas en ce qui me concerne, je suis tellement heureux de retrouver Sandia Karima. Sandia Karima, c'est un nom qui n'est pas forcément de racines locales. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que ça signifie, Sandia Karima? Alors, déjà, en fait, les gens m'appellent Karima Sandia. Pourquoi Karima Sandia? Parce que les deux prénoms ont commencé que mon père a préféré m'appeler Karima, qui veut dire générosité, qui vient du mois de Carême. Mais aussi, dans la définition de Karima, il y a aussi la loyauté. Donc, c'est un prénom musulman, mais qu'on peut aussi le trouver chez les chrétiens, Karine. Et puis, concernant Sandia, ça c'est un prénom que ma mère m'a donné, qui est un prénom indien, qui est une prière indienne, donc du chapelet, donc un peu du tantrisme, et on appelle ça la lumière dans l'ombre. Donc, alors, quand on t'interpelle comme ça, on t'appelle plutôt Karima ou plutôt Sandia? Alors, dans les îles, tout au long, c'est Sandia, mais à l'école et administrativement, c'est Karima. Mais moi, personnellement, j'aime quand on me dit Sandia. Sandia, voilà. Tu viens des îles. De quelle île tu viens? Alors, je viens des îles Comores dans l'océan Indien, plus particulièrement en Gazija. Donc, c'est une des îles qui est la plus grande des 3 îles restantes. C'est vers le canal de Mozambique. Une partie des Comores est restée française, dont Mayotte. Je crois que quand on parle de colonie française, ça évoque des souvenirs qui sont un petit peu tristes parfois, et je crois savoir qu'encore aujourd'hui, il y en a des conséquences assez négatives pour cet endroit. En général, quand on parle des îles, on va chercher le soleil, les plages, les chansons et tout. Mais je crois que dans ce pays-là, c'est un petit peu plus difficile. Hein. Oui, tout à fait, parce que d'abord, les Comores n'ont pas été épargnés de toutes ces problématiques géopolitiques, géostratégiques, parce que nous venons quand même du canal de Mozambique. D'ailleurs, en dehors de ma personne, Karima Sandia Bwanambweshezi, je suis par ailleurs fondatrice et présidente et responsable du pôle social d'une ONG qui s'appelle OCD International Fédéralité Suisse. Cette ONG, elle a été créée par des cadres de haut niveau. Ça veut dire OCD International Fédéralité Suisse, c'est Organisation pour la cohésion du droit et du développement. Elle est de nationalité française, elle existe depuis 30 ans. Nous sommes représentés dans 24 elle est de nationalité comorienne, même si on a des statuts françaises. Je rectifie. Nous avons 24 antennes dans le monde et nous avons opté pour l'autogestion et l'autofinancement. Quelle est la priorité de cette ONG actuellement? Alors, la priorité, elle est de lutter contre la pauvreté humaine et de défendre le droit humain. D'ailleurs, à l'heure actuelle, nous nous retrouvons dans une situation plus que dramatique. En fait, ce qu'on avait pensé il y a de cela 30 ans, et ça c'est mes aînés qui ont réfléchi à cela, essentiellement des Comoriens, c'est de plus en plus récurrent parce que, je donne un exemple type, depuis quelques années, OCD International Fédéralité Suisse lutte contre l'immigration clandestine et puis aussi défend en fait... fait tout pour qu'il n'y ait plus de fuite de cerveau ou qu'il n'y ait plus de remplacement. Nous avons vu venir des masses migratoires, on a défendu d'autres, même ici en Suisse où je suis implantée, le plus gros travail qu'on fait c'est sur les requérants d'asile, les OQTF et autres, mais là il y a un autre fléau qui se présente, en tout cas pour le cas des Comores. Depuis au mois d'octobre, il y a une flux migratoire qui arrive en masse aux Comores, donc l'île de Gazija, et le but c'est d'aller à Mayotte.
Alors il y a peu de temps, on buvait un petit café tous les deux et je t'avais demandé, mais quand on parle de réfugiés là-bas, voire de requérants d'asile, on parle quasiment d'une majorité de gens à Mayotte aujourd'hui qui vivent dans ce statut-là. C'est bien ça que tu m'as expliqué. C'est tout à fait, c'est bien ça. C'est cette majorité ne vit pas du tout dans une zone de confort. Parfois même, ils dorment à ciel ouvert. Entre la pluie, là en ce moment, parce que les tropiques, on a des périodes de kashkazi, on a une période aussi qui est un peu comme l'hivernale, mais ils n'ont rien, même pas d'abri. Et ils viennent d'où? Alors ils viennent essentiellement du Congo RDC, Congo-Brazzaville, Burundi, Rwanda, mais Rwanda c'est pas beaucoup, et puis le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, beaucoup moins le Burkina Faso, mais quand même il y a quelques-uns. Mais là où il y a le plus du monde, c'est le Congo RDC, Congo-Brazza. Et quel intérêt ils ont, ces Congolais de RDC? Quelle est l'image qui se représente de ce lieu pour qu'ils aient envie d'y venir? Alors, pour moi, le Congo RDC, c'est lié, en tout cas de ce qui justifie comme motif. Le juste motif, c'est la fuite du guerre du Goma. Il n'y a pas que du faux, sincèrement, parce que de par un petit peu ces derniers temps, en tout cas nous, au CD International Fédéral Études Suisses, on a secouru des vraies femmes, des vrais migrants avec une vraie détresse, dont des femmes enceintes, des mamans. Là, à l'heure actuelle, si on devrait évaluer entre octobre et maintenant, le pourcentage qui est arrivé par rapport à une population de 800 000 habitants, on peut dire qu'on est à 54%. L'urgence dans l'urgence. Alors, l'urgence dans l'urgence, c'est d'abord pouvoir être soutenu, que les autorités congolaises et RDC, malgré que je me suis rapprochée d'eux vers la diplomatie, puissent prendre leurs responsabilités. Eux, ils veulent rentrer dans une démarche bureaucratie en disant on ne nous a pas avisé, donc nous on ne peut pas faire. Je les ai dit, nous sommes une ONG, on vous a avisé. Donc maintenant, ils ont l'impression qu'en fait, nous, on doit faire tout pour eux parce que nous sommes une ONG. Alors justement, depuis la situation, j'ai eu à avoir 2-3 entretiens dans leurs locaux, mais tant bien que mal, on est dans un dialogue de sourds. Le Congo RDC nous a orientés vers un de leurs avocats pour pouvoir avoir les agréments là-bas, parce que jusqu'à là, on n'avait pas un agrément. À chaque pays, on a 7 agréments, mais on avait beaucoup hésité pour le Congo. On a fait ces démarches, mais on se rend compte qu'en fait, pour eux, ils veulent qu'on fasse tout. Donc même l'avocat, il est là à dire, mais moi, je suis venu jusqu'à Genève bénévolement, on ne m'a pas remboursé mon billet. Donc ils n'ont pas conscience de la problématique qu'ils ont. Et puis, j'ai eu l'impression qu'ils se donnent des heures un petit peu supérieures. C'est-à-dire, eux, ils sont au-dessus de tout le monde. Nous, on est là pour faire. Et puis, l'assistanat, c'est tendu. Ça, c'est leur responsabilité. Mais là où je reproche, c'est la problématique de la diaspora. Il y a certains qui font partie de l'ONG, que même pour cotiser, et là, je ne touche pas seulement le Congo RDC, ça, c'est d'une manière générale la personne d'origine africaine, ça devient problématique. Or que l'ONG n'a pas de subvention. Nous fonctionnons en autogestion et en autofinancement et les actions sont menées essentiellement par des personnes d'origine comorienne. Comme nous ne voulons pas de l'argent extérieur qui vient sans contrôle, parce qu'il y a beaucoup de conséquences si on part dans la précipitation et parfois il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ça veut dire qu'on va aller vers des intrus, des personnes qui vont arriver. Il peut y avoir des risques de trafic d'organes, il peut y avoir des risques d'exploitation des enfants, comme ce qui se passe au Sénégal actuellement avec les talibés. Donc il y a énormément d'enjeux qu'il faut évaluer les risques. Et là, on se retrouve, nous, Comoriens, un pays qui n'a pas signé les accords de Genève. Nous sommes autant pauvres que le Congo, même plus pauvres que le Congo. On n'a aucun moyen, ni médical, ni psychologique, ni institutionnel infrastructure à accueillir ces personnes. Et résultat de course, on se retrouve à ouvrir nos maisons, nos espaces de vie. Ce qui est le cas de l'OCD, on a des hôpitaux qui ont été construits par nos familles. On a pris nos entreprises familiales. En fait, l'OCD s'est transformé en centre, un lieu d'urgence sociale, y compris dans
entreprises qui est censée nous nourrir. Et ici à Genève, est-ce que tu as quand même trouvé une sorte de réseau local dans lequel tu as instauré une confiance réciproque et que tu penses que ces gens peuvent être aidants? Alors justement, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai espéré en me rapprochant des autorités, enfin de la diplomatie genevoise, mais pour moi c'est inaccessible, ça reste fermé. Mais pourtant, je sais qu'au niveau local, tu ne vas pas forcément être aidante juste pour ton pays d'origine. Tu l'es également ici, vis-à-vis, entre autres, de personnes âgées, je crois. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, en tout cas, même au niveau de la population comorienne là-bas, tous mes membres bénévoles, qu'ils soient aux Comores ou ailleurs, je leur intègre, enfin, je les inculque ces valeurs du partage universel. Donc, par exemple, ici, par rapport aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux personnes vulnérables, y compris les femmes qui sont à la rue de Berne, parce qu'on fait aussi l'insertion, nous travaillons sur l'insertion socio-professionnelle en échangeant, par exemple, des migrants vont aller s'occuper des personnes âgées et en échange, la personne âgée va lui donner des cours de français. Et les personnes en situation de handicap, on va animer des activités culturelles pour que justement les migrants puissent comprendre qu'il n'y a pas que eux qui sont en détresse. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on fait depuis une vingtaine d'années. Donc ce dynamisme, moi personnellement, ça m'a redonné de l'oxygène, une joie de vivre. Mais là où je vis la détresse, là où je suis désespérée, c'est par rapport à la notion de l'aide quand il s'agit de nous-mêmes. Parce que, en fait, quand j'essaie de me rapprocher des associations africaines issues de la diaspora, ou quand j'essaie de me rapprocher des autorités de nos pays, qui soient les ministères tutelles sur place ou ailleurs, ou les diplomaties, on sent tout de suite que c'est d'abord moi. Il faut me donner, c'est normal. Je donnerai un exemple type. Je manque du bénévole sur place parce que c'est pas tout le monde qui a envie de faire du bénévolat. Et puis les Comores, il n'y a pas que les migrants, il y a aussi des personnes en vraie détresse qui ont besoin de visite. Il serait-ce que les personnes cancéreuses, les personnes en situation de handicap, et qui ne voient pas parce que la solidarité africaine, elle est toujours limitée. On aide son frère, sa soeur, etc. Mais quand c'est les îles, c'est acceptable parce que c'est largement suffisant. Je vois bien que tu fais ton maximum. Tu n'es pas dans la théorie, tu es dans la pratique. Et dans la pratique, en regard de ce que tu nous annonces, il y a un boulot énorme et je ne te vois pas faire ça toute seule. Alors, je suis censée le faire avec des gens, mais aux Comores, pour parler des Comores, oui. On a eu des postes où des gens ont réellement travaillé. Mais malheureusement, depuis 2021 à 2023, 47% de ces membres sont décédés à la suite du Covid et à la suite aussi de la vieillesse. Et je me suis retrouvée vraiment en difficulté et c'est là où j'ai eu la vision de commencer à recruter des jeunes, dont la petite de 7 ans. Et là, en ce moment... Alors, la petite de 7 ans, j'ai entendu son témoignage ce matin que tu as enregistré, qui est très chouette, vraiment, ça fait chaud au cœur de voir qu'elle fonctionne avec sa famille pour être aidante et tout. Et puis cette déception de voir qu'il n'y avait pas de merci qui venait avec. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui est surprenant pour beaucoup d'entre nous. C'est une affaire culturelle de ne pas dire merci, ou alors est-ce que c'est un petit peu comme tu me le présentais tout à l'heure, le fait que les gens sont dans une telle situation de détresse quelque part, que de dire merci, c'est quelque chose qui les dépasse. Explique-nous un peu ça. Alors, pour le cas, pour rentrer dans le contexte, déjà, la petite, là où ça l'a choqué énormément, c'est pas les malades qui n'ont pas dit merci ou les médecins, puisqu'elle a bien témoigné que les infirmières étaient gentilles, le médecin était gentil, voilà, il n'aurait pas été très bon. En fait, on a un groupe de comité où c'est représenté presque 60 personnes, et de ces 60 personnes, il y a énormément de personnes d'origine africaine, des personnalités aussi, des ambassadeurs, etc. Et comme des fois, elle prend le téléphone de sa maman et puis elle est hyper éveillée, elle s'est rendue compte qu'en fait, ces gens qui reçoivent l'aide, alors qu'ils sont d'origine africaine, ne savent pas dire merci. Alors ça l'a énormément choquée. Au début, elle a manifesté ça par la maladie, diarrhée, même là, elle est malade.
Et puis, c'est là où sa maman, qui est une maman des parents extraordinaires, ont un petit peu gratté. Et c'est là où elle a expliqué que, bon, finalement, parce qu'elle s'est positionnée présidente, grâce, tellement fière de ces 2 semaines, parce que c'était la période de vacances. Hein. Donc, les 2 semaines d'activité avec sa maman. Donc, sa mère... Expliquons, ces activités, c'était de faire 1 millier de repas, je crois. Voilà, 1 millier de repas. En fait, sa maman, elle est au départ journaliste, chargée de communication de notre ONG. Mais quand elle est partie sur le terrain, elle s'est rendue compte que c'est bien beau de communiquer, mais il nous faudrait des actions, parce qu'il y a des besoins. Et c'est là où elle s'est portée volontaire naturellement. Et elle faisait ça à la maison avec son mari. Et comme elle était passionnée, donc elle s'est retrouvée à faire les activités avec sa mère et à se sentir valorisée. Donc du coup, je vois la petite s'adonner et je lui ai dit, ah, tu sais, Zoraya, il y a beaucoup d'enfants qui font comme toi et j'envoie les vidéos parce que je l'ai fait au Sénégal, à Mayotte. On appelle ça les présidentes de OCD International Fédéralité Suisse, Antenne Tel Junior. Donc c'est là où en fait tu commences un peu à répondre à ma question, à savoir qui fait quoi sur le terrain. Et en fait, là tu es directement en relation avec des locaux qui ont simplement le cœur au bon endroit et puis qui vont de l'avant comme ils peuvent, mais ils le font avec quel soutien? Alors, justement, le bénévolat ne courant pas de rue, et puis il faut reconnaître que notre action est très, très professionnelle. On ne peut pas le faire à l'amateurisme. Donc, ce qui fait que c'est au départ des volontaires, mais qui se rendent compte qu'au-delà de la fonction qu'ils proposent, on peut faire mieux. Et là, ils créent un réseau, parce que comme on est en autogestion, en autofinancement, on est obligé de faire avec les moyens de bord. Jusqu'à là, ça a fonctionné parce que les îles, nous sommes des personnes qui vivent un petit peu en autosuffisance. Même si c'est dur, mais on a la mer, on a le poisson, on a tout. Mais là où ça devient difficile, c'est justement l'arrivée des migrants. Parce que là, déjà, il y a une barrière culturelle importante. À la limite, le Sénégal et les Comores, on peut dire qu'on se comprend, puisque dans le cadre des accords bilatéraux, le Sénégal et les Comores, on est très liés. Mais quand il s'agit de parler du Cameroun, du Sénégal, du Congo, Brazza ou RDC, c'est complètement différent. D'abord, les Comores, c'est un pays musulman. Ces pays sont des pays souvent de confession chrétienne. Et puis, effectivement, cette notion de merci, c'est qu'en fait, les îles, nous sommes des gens dans le côté partage, rapprochement, alors que là, c'est la distance. Et là, ça fait un choc culturel assez important. Maintenant, pour nos auditrices et auditeurs, là, ils apprennent passablement de choses à travers ton intervention. Et en fait, s'ils voulaient être aidants à l'égard de ton ONG, tu leur proposerais quoi? Alors, je leur proposerais d'abord de nous apporter leur cœur, de nous apporter leur savoir-être, leur savoir-faire et surtout leur savoir-vivre. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la plupart des personnes qui prétendaient vouloir aider l'ONG, ils ont été plus dans des postes stratégiques, dans des postes à chaise vide. Et c'est ce qui a fait que l'ONG a pris du retard. Heureusement que j'ai cette jeune fille de 7 ans, comme j'ai aussi un autre jeune qui s'appelle Sefdine. Là, je parle du cas actuel d'urgence aux Comores, qui n'a que 22 ans, mais que j'ai connu bien avant. Donc en fait, toutes les personnes qui sont précédentes, ce sont des personnes que j'ai élevées, pas comme des bénéficiaires, mais comme des enfants qui ont découvert la philosophie. Et la petite, elle a mis que 2 semaines pour comprendre le sens de l'ONG, sans même pas, elle a que C1. Donc ce qui fait que vraiment, dans l'échange de bons procédés, on est vraiment dans l'éveil de conscience. Maintenant, je me rends compte aussi que dans ce que nous faisons, il y a des personnes qui font ça parce qu'ils attendent un besoin. Et je les invite à bien savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont envie de faire pour son prochain, parce que l'ONG n'est pas réellement dans du caritatif, mais il est dans le développement humain. Et solliciter tout simplement de l'aide telle qu'ils peuvent le faire. Il serait qu'un soutien moral, le partage, la solidarité, l'écoute, parce qu'il y a réellement un manque d'écoute, comme la petite l'a exprimé.
Je pense que déjà commencer par là, et puis il y a tellement à faire, que ce soit pour les migrants aux Comores, que ce soit même ici, parce qu'il faut savoir qu'on donne des quantités de repas, mais ici, on donne 1000 repas par jour. C'est où qu'on trouve ces 1000 repas? Alors les 1000 repas, comme nous n'avons pas encore des statuts suisses, en 20 ans, j'ai pu tisser des liens avec des amis indiens. J'ai des origines indiennes, quelques amis commerçants libanais. Et c'est là-bas qu'ils me donnent les invendus, donc les grosses quantités des invendus. Donc parce que ça je vais le mettre sur le podcast, c'est important. Oui, voilà. Je suis quelqu'un qui n'a rien à manger aujourd'hui. Je vais où? Il y a 2 endroits à Genève où il est possible de se restaurer quand on a vraiment faim. Oui. C'est à la mosquée des Eaux Vives et un autre endroit. Et vers la gare, là où il y a l'église. L'église qui est là vers Manor. Vers la gare derrière le temple. En haut, il y a des espaces où il y a beaucoup d'SDF qui restent là. D'accord. Voilà. Et l'heure du repas, en général, on le fournit soit le midi, rarement le midi, mais c'est le soir. Donc, Et ce qui manque maintenant, c'est un lieu dédié pour ce genre de choses. Voilà. En fait, ton ONG est en recherche d'un local dans lequel on peut rassembler toute cette nourriture et convier les gens à venir pour que vous puissiez leur distribuer cela. Tout à fait. Et ça, c'est une demande que tu fais. C'est une demande et un besoin urgent parce qu'en fait, en faisant ça, on n'aura pas qu'un repas à donner, on aura aussi un moment de partage et surtout un grand travail d'insertion. Parce que quand on distribue à la gare, il s'avère qu'il y a un réel problème, c'est que les gens, en fait, on est pressé parce qu'on ne peut pas donner comme ça, il y a un temps limité, et là, on n'a pas ce moment de contact humain. Autre point aussi, c'est que donner un repas par jour ne suffit pas parce que cette personne a d'autres problèmes. Il y a un besoin de se laver, il y a un besoin de manger, il y a un besoin d'être écouté, il y a un besoin... Même peut-être qu'on peut aussi les aider parce qu'il y en a beaucoup, les gens ne le savent pas, mais qui viennent d'Annemasse en espérant trouver de vie meilleure. C'est-à-dire c'est des requérants d'asile d'Annemasse ou ailleurs, hein, et puis qui pensent venir à la gare et puis ils traînent ici jusqu'à le soir pour retourner. Alors que c'est un petit peu déplacer le problème. Parce que réellement, voilà. Donc, alors, je voulais préciser quelque chose. Les 8 derniers mois de OCDE International Fédérale Études Suisse a subi quelque chose de horrible, du cyberharcèlement, du cyberattaque et même de la calomnie de haut niveau venant de quelques influenceurs et une famille Congo-RDC jusqu'à que on a fait un dépôt de plainte. Et dans les propos tenus, ces gens-là ont précisé que comme ils savent là où je donne à manger, avec ma famille, il faudrait aller me mettre dans un cercueil. Donc ce qui fait que ça a bloqué mes interventions sur le terrain par interdiction, le temps que l'enquête de police puisse avancer. Donc en ce moment, il n'y a pas de repas de distribuer. Non, justement, ça a du repas à distribuer, mais ça nous a, parce qu'on ne court pas derrière les bénévoles, et c'est là où je voudrais passer ce message. J'ai besoin de bénévoles, parce qu'à la limite, comme on était 3, ma fille, moi et Hassan, à les distribuer, là, ça diminue à 2 personnes. Et donc, ce qui fait que c'est à cause de ça qu'ils ne sont pas si réguliers que ça. Par moment, je fais le repas, et ils restent là jusqu'à 22 h sans que je puisse aller distribuer. Parce qu'il faut savoir qu'à la mosquée, il y a des heures. On ne peut pas aller, on doit aller avant la prière. Et en général, on dépose. Et après, c'est après la prière que les gens se servent. Donc, s'il te plaît, tu me donneras des précisions sur les horaires, parce que ça, je le mettrai aussi sur le podcast. Voilà, tout à fait. Tu as aussi un site internet, quelque chose où les gens on a un site, on a un blog qui n'est pas vraiment alimenté. Et puis, on a aussi nos coordonnées WhatsApp, d'accord, email. Alors, je mettrai tout ça pour nos auditrices et auditeurs qui puissent réagir à tes propos. Je te remercie avec tout le travail que tu as de nous avoir accordé un petit peu de temps. Et puis, j'aimerais tellement qu'on puisse être aidant. Simplement, quand je vois la lumière qu'il y a dans tes yeux, je dis, ça devrait encourager des gens à être à tes côtés. C'est moi qui vous remercie, Michel, parce que je vous assure qu'à chaque fois que je partage ce moment, c'est vraiment un temps de répit. Qu'on parle des migrants, qu'on parle de ces personnes, c'est-à-dire que
on se rend compte aujourd'hui, Michel, que la pauvreté n'a pas de frontières. Et on ne change pas, les gens ont réuni les conditions pour le changement. Et votre écoute, votre radio est quelque chose qui est vraiment même, je veux dire, thérapeutique pour moi. Parce que je n'ai pas d'autres espaces à poser que des espaces de ce genre, tellement les besoins sont intenses. Ok. Voilà, merci. Alors, on dira merci à la vie si dans le cadre de cet entretien, tu arrives à avoir quelques soutiens. C'est tout ce que je souhaite. Et bien évidemment, je te souhaite, comme à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs, le meilleur possible, et même un peu plus. Merci, Allez. Michel. Merci à toi aussi. Merci. Au revoir tout le monde, à tout bientôt. Un grand merci de votre soutien, merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.